Chers amis auteurs de Radio Rumuri, bonsoir. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait des émissions en langue française suite justement au changement des programmes que nous sommes en train d'initier ici à la Radio Rumuri. Nous sommes en train de faire quelques réformes, mais vous savez que la Radio Rumuri va fêter bientôt 5 ans de ces programmes, qu'elle a commencé ces programmes. Je pense que le 14 juillet, c'est une grande date pour les Français surtout, mais surtout pour nous les Rwandais. Le 14 juillet, nous allons fêter nos 5 ans d'anniversaire, la date à laquelle nous avons commencé à faire nos premières émissions en langue nationale, mais nous avons initié d'autres programmes, et ça, on va y revenir après, mais donc, je vous disais donc que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas encore fait des émissions en langue française, parce que nous sommes en train justement de réformer, de faire de grandes réformes, de grandes restructurations au niveau de l'organisation de la Radio Urumuri. Mais aujourd'hui, nous sommes revenus parce que nous aimerions vraiment que tous les mardis, nous faisions vraiment des émissions en langue française pour nous adresser justement au public, surtout de la région des Grands Lacs, surtout en RDC, qui est concerné au plus haut niveau pour le moment par la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs. Et aussi essayer d'intéresser, aussi d'informer nos auditeurs qui sont originaires d'autres pays, de la France notamment, de tous les pays francophones. Nous sommes quand même quelques centaines de millions de francophones dans le monde, pour qu'on puisse expliquer les problèmes que nous connaissons dans la région des Grands Lacs. Surtout, aujourd'hui, nous allons aborder un problème de la sécurité en RDC qui préoccupe plus d'un. Donc, aujourd'hui, comme je le disais en langue nationale, pour ceux qui ne comprennent pas la langue nationale, le Kinyarwanda, aujourd'hui nous allons aborder la question, on nous sommes posé la question, y a-t-il un grand risque qu'il y ait une guerre qui éclaterait entre le Rwanda et la RDC? Quand je parle de guerre, je parle de la guerre verte, parce que depuis ces 30 dernières années, nous avons quand même connu beaucoup de guerres, où le Rwanda a agressé le Congo à plus d'une fois, et où on s'est même retrouvé avec un chef d'état-major rwandais qui était en même temps chef d'état-major à Kinshasa. C'est vraiment, je pense que ça doit être unique dans l'histoire du monde. Je ne sais pas si on a connu, pratiquement, c'était comme si le Rwanda avait annexé le Congo carrément. Mais depuis ces 30 dernières années, la situation sécuritaire dans la région continue à se détériorer, à se dégrader de jour en jour. De façon que pour le moment, on comptabilise depuis quelques mois où le M23 a recommencé, a repris la guerre, et le M23 qui est en fait un genre de parapluie. Mais on sait tous qu'il y a beaucoup de rapports qui ont prouvé, on a des preuves à l'appui, que c'est réellement le Rwanda qui est derrière le M23. On va essayer de voir s'il y a un risque d'éclatement d'une guerre généralisée ouverte entre la RDC et le Rwanda. Pour aborder ce problème, essayer d'analyser sur base des données que nous avons, dont nous disposons pour le moment, nous allons aborder ce problème avec monsieur l'ambassadeur, je pense que vous le connaissez depuis un moment, même si on ne l'avait pas vu depuis quelques semaines, mais il est revenu, il est en forme, et j'aimerais justement lui donner c'était la bienvenue à la Radio Rumuri. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir et bienvenue à la Radio Rumuri, bienvenue de nouveau. Bonsoir, cher frère Célestin Sebahide, bonsoir à vous et à tous nos amis de Radio Rumuri, à tous vos techniciens, à tous nos collègues qui présentent des émissions à Kinyarwanda ou dans d'autres langues, parce que de temps en temps, je vois aussi du personnel de Radio Rumuri qui se trouve en Ouganda, et ça c'est au Kenya. Et ça c'est unique pour les chaînes de télévision, de radio rwandaises qui fonctionnent aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup et je vous félicite d'ailleurs pour tout ça. Oui, je vous remercie beaucoup. Oui, justement, j'en parlais justement parce que nous venons de passer 5 ans justement d'émissions, de programmes, et nous aimerions quand même bien restructurer, puis réorganiser nos programmes, mais je peux vous dire vraiment qu'on aura vraiment le moment opportun, nous allons vous en parler de long en large, mais je peux déjà vous annoncer que nous vous préparons des émissions dans différentes langues qui sont parlées dans la région, notamment le Kinyarwanda, évidemment, c'est notre langue nationale, et le français aussi, et surtout le Swahili, parce que c'est une langue qui est devenue une langue africaine pour le moment, et c'est une langue qui est parlée au niveau même mondial, et aussi évidemment dans la langue à l'Ouganda, c'est-à-dire la langue qui est parlée en Ouganda. Nous sommes en train vraiment de mettre en place tout un programme qui va couvrir, donc la radio va être restructurée pour qu'elle puisse émettre dans toutes ces différentes langues. Donc, pour le moment,
nous sommes en train de mettre en langue française. J'aimerais justement d'ailleurs faire un petit coucou à nos amis congolais, surtout à l'est de la RDC, qui sont vraiment dans des problèmes intenables, dans des situations vraiment catastrophiques, malheureuses, et dans des situations qui n'ont pas appelé eux-mêmes, des situations qui sont vraiment dont le Rwanda est à l'origine, tout simplement. Mais ça, je pense qu'on va en parler de long en large. Aujourd'hui, je me suis posé la question, on veut aborder la question qui se dit, est-ce qu'il y a un risque de guerre ouverte entre la RDC et le Rwanda? J'aurais même dit entre le Rwanda et la RDC parce que la RDC n'a jamais attaqué le Rwanda. C'est toujours le Rwanda qui a attaqué la RDC. Mais pour en parler, nous allons essayer de partir de différents discours. J'ai un extrait que je voudrais vous partager, un extrait du discours du président Tshisekedi, le discours qu'il a prononcé le 30 juin, où il parlait justement de la situation sécuritaire dans la région. Et puis, nous allons aussi, après, nous avons eu une interview qu'elle a accordée à une chaîne congolaise. Nous allons aussi en prendre quelques extraits, surtout les extraits en relation avec la sécurité, justement. Et puis, en nous basant sur ces éléments, nous allons essayer d'analyser et voir aussi, au niveau de la communauté internationale, notamment les pays qui sont cités, qui sont concernés de loin ou de près, notamment la France. Nous allons essayer de voir ce qu'il en est. Donc, j'aimerais vous proposer maintenant d'écouter le président Tshisekedi et puis on va en discuter tout à l'heure. Compatriotes, au choc sus-évoqué et que le gouvernement s'est ardemment employé à amortir, se sont ajoutées les menaces persistantes à notre intégrité territoriale et à la sécurité de nos populations et de leurs biens. En effet, le climat d'insécurité qui prévaut dans certains espaces de notre territoire national perturbe fortement la poursuite harmonieuse des ambitions que nous revendiquons collectivement. Comme vous le savez, notre pays fait face depuis de nombreux mois dans sa partie orientale à une agression vile et barbare perpétrée par un voisin belliqueux, le Rwanda, au nom d'intérêts obscurs et ignobles. Au regard du danger que court le pays, il vous souviendra que j'avais lancé l'année passée un appel patriotique à notre jeunesse de s'enrôler dans les rangs des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Quelques mois après cet appel, nous avons été heureux de voir plusieurs dizaines de milliers de jeunes compatriotes y répondre favorablement. Ceux-ci comptent déjà parmi les renforts à l'effort de guerre livré par nos forces de défense et de sécurité, et nombreux se pressent chaque jour davantage auprès des centres de recrutement prévus à cet effet. À cette occasion, je salue la bravoure de notre peuple qui, meurtri dans sa chair, ne se résigne pas pour autant et ne cesse de défendre avec une énergie inouïe l'intégrité de notre territoire. Je salue également les forces de défense et de sécurité qui s'emploient sans ménagement à mettre l'ennemi hors d'état de nuire en vue de permettre un retour rapide de la paix et de la stabilité indispensable pour notre développement. Soyez convaincus que ce combat que nous livrons au quotidien pour sauvegarder notre souveraineté et notre intégrité, nous le poursuivrons sans désemparer jusqu'à la victoire finale. Telle est et sera notre mission. Maintenant que se confirme la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité, j'encourage une fois de plus le gouvernement de la République de continuer à maintenir cet effort pour que toute aventure belliqueuse sur la terre de nos ancêtres soit suicidaire pour quiconque la tenterait. C'est ici l'occasion d'exprimer notre entière solidarité à toutes nos sœurs et à tous nos frères des territoires occupés par les terroristes du M23, lesquels frères et sœurs vivent présentement dans des conditions d'extrême précarité et dont la situation humanitaire n'a cessé de se dégrader à cause de leur éloignement forcé de leur milieu d'origine et des exactions subies. Je tiens à les rassurer que les nouvelles mesures arrêtées par le gouvernement, en plus de celles déjà prises sur le plan social, dans le sens
de soulager un tant soit peu leur situation sont en voie d'être mises en œuvre. Mes très chers compatriotes, cette célébration de l'accession à la souveraineté nationale et internationale vient aussi interpeller en cette année 2023 notre devenir comme nation et la perception de notre... Chers amis auditeurs de Radio Rumuri, vous venez d'écouter vraiment, j'ai voulu mettre seulement cet extrait parce que, justement, tiens, j'aimerais que M. l'ambassadeur nous aide, parce que nous aide à analyser. Lorsque vous avez écouté le discours du président Tshisekedi, justement, lors de la cérémonie d'accession à l'indépendance, parce qu'ils ont fêté 63 ans d'indépendance, et ce que vous le comparez avec celui de notre président Kagame, qui, lui, il a fait en France Rwanda, ce que nous avons pu écouter du moins, lui qui a dit que, justement, ils doivent écrire leur histoire par le sang des Rwandais. Et si vous comparez ces deux discours, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous avez comme impression déjà, avant même d'aborder le contenu du discours lui-même? Si vous avez essayé de comparer les deux discours, parce que lui, le président Kagame a fait aussi un discours d'ailleurs qui était un peu il était décalé, il n'a pas été prononcé le 4, il a été prononcé soit le 2 ou le 3, on ne sait même pas quand il l'a prononcé. Mais quand on voit le contenu de ce discours qu'il a dit, et celui de Tshisekedi, qu'est-ce que ça vous évoque dans votre analyse, monsieur l'ambassadeur? Écoutez, à entendre le ton déjà et le contenu du discours du président Tshisekedi, on sent là un chef d'État responsable en fait, hein, vraiment sans parti pris. C'est le genre de discours que l'on souhaite écouter souvent de la part de nos chefs d'État qui parlent en termes diplomatiques, malgré tout avec fermeté, sans descendre dans la poubelle. Alors que le président du Rwanda, il ne parle que de sang. Le sang des Rwandais, le sang des Congolais et le sang tout simplement. Donc, tout ce qui lui importe à lui, le président Kagame, c'est faire la guerre, comme le président Tshisekedi l'a souvent d'ailleurs dénoncé. Et là, dans son discours, il parle d'un voisin belliqueux. Ce voisin belliqueux, ce n'est pas un autre pays, c'est le Rwanda malheureusement. Et cela tient, je pense, à la nature même du régime qui dirige le Rwanda depuis bientôt une trentaine d'années. Il faut quand même savoir que le parti qui dirige le Rwanda s'appelle FPR Inhotanyi. Inhotanyi, c'est le nom des guerriers qui étaient au pouvoir au Rwanda, ou en tout cas les guerriers du roi qui sévissaient dans la région. Le petit Rwanda de l'époque, hein, qui n'avait pas tout le nord du pays, donc du Rwanda, tout le sud-ouest, mais c'était quand même un royaume guerrier qui avait une armée dont le nom était Inhotanyi. Inhotanyi, c'était des guerriers qui correspondaient à la définition qu'a donnée du Rwanda un général, le général Moubarak, qui dit que si jamais la guerre s'arrêtait, cela signifierait que lui et ses collègues seraient réduits au chômage, que donc il ne faut pas prier pour la paix. C'est un général rwandais qui est aujourd'hui le chef de l'armée rwandaise qui le disait devant la population. Je ne trahis en rien ce discours. Et il a dit, ne priez pas pour la paix, priez pour la guerre. Parce que sans la guerre, notre pays ne vaut plus rien. C'est lui qui avait regretté que Air Rwanda ou Rwandair ne pouvait plus aller à Kinshasa, alors qu'ils en profitaient pour mener des opérations clandestines. Et donc, cela traduit effectivement la philosophie de ces guerriers dont les moyens d'action étaient le pillage, les razzias dans les pays voisins. Il ne se passait pas un an avant que les Inhotanyi du roi Rwabugiri, dans les années 1800,
80 et plus, il ne se passait pas un an sans que ces guerriers ne traversent le lac Kivu, la Rusizi, pour aller attaquer les royaumes voisins du Bushi et d'ailleurs. Donc ça correspond vraiment à une philosophie politique de domination dont l'essence même tient au pillage. Il faut piller les pays voisins, il faut opérer des razzias pour enrichir le Rwanda. Les vaches, piller les esclaves pour les transférer au Rwanda. À l'époque, les pierres précieuses, on ne les connaissait pas. Le sous-sol était caché, le roi ne visait pas les produits du sous-sol. Aujourd'hui, le FPR Inhotanyi du prince Kagame ont suivi cette ligne, sauf que la cible a changé. La cible, c'est les ressources minières du Congo, de la RDC, et ce sont les massacres des populations, le déplacement des populations pour essayer d'y installer des populations venues du Rwanda, qu'il n'a plus la possibilité de nourrir dans le pays. En fait, c'est ça. Et quand vous voyez le président Tshisekedi, j'allais utiliser un terme débonnaire, un terme qui n'est pas très convenable pour un chef d'État, mais il a l'air un peu débonnaire, hein. On l'utilisait à l'époque pour dire le président Habyarimana, c'est-à-dire il a de l'espace, il a les moyens de nourrir sa population, pense-t-il, et il peut encore se permettre de négocier pendant quelques mois. Voilà, c'est ça. Mais là, la fermeté est tout à fait remarquable. Et donc, la question que vous posiez, est-ce qu'on peut avoir une guerre entre le Rwanda et la RDC? Moi, je réponds que oui. C'est-à-dire que trop, c'est trop. Il y a plusieurs impératifs qui font que la RDC devrait être stabilisée très rapidement. Il y a des troupes étrangères qui sévissent ou alors qui dominent l'est du pays, dont le Rwanda profite d'ailleurs assez largement. Il y a des élections qui sont attendues à la fin de l'année. Donc pour moi, la survie de la RDC, de l'intégrité territoriale de la RDC, et la survie politique du président Tshisekedi dépendent du calendrier de cette guerre. Or, on a l'impression que le président Kagame a fait un saut dans le vide, qu'il veut vraiment envahir, poursuivre l'invasion et l'occupation du territoire congolais. Moi, je me dis que le moment est venu peut-être pour qu'on lui barre la route définitivement. Et le président Kagame, je l'ai toujours dit, n'arrêtera jamais cette guerre. Tant qu'il pourra en profiter aujourd'hui, c'est ce qu'il fait. Il a encore à sa disposition des territoires entiers où il recueille tout ce qu'il veut, les mines de l'Est du Congo. Et donc, il pourra pas partir sans qu'on ne lui dise stop, éventuellement en lui coupant la main. C'est ce qu'on dit en Kinyarwanda aussi, pour chasser quelqu'un du pouvoir ou de chez soi, on lui coupe la main. Comme ça, il ne revient pas. Je ne souhaite pas que le président Kagame perde sa main ou ses bras, mais le Congo ne peut pas faire autrement. Le Congo est dans une impasse. Soit le Congo disparaît, soit alors le président Tshisekedi met fin à sa carrière politique. Si le Congo n'est pas libéré d'ici la fin de l'année. Voilà ce que je pouvais dire. Oui, justement, vous avez été très clair à ce sujet parce que, justement, moi je partais justement des deux discours. Le discours qui, d'un côté, un discours vraiment belliqueux qui dit que, oui, vous avez même très bien souligné d'ailleurs les propos du chef d'état-major aujourd'hui, parce que dans le temps, il était chef d'état-major des armées de terre, je pense. À ce moment, maintenant, il est chef d'état-major général des armées maintenant. D'ailleurs, j'avais suivi quelques analyses avec cette réforme que Kagame avait mise en place, justement en nommant ce général vraiment à la tête des armées, parce que se préparer vraiment à une guerre généralisée. C'était ça vraiment ce qu'on pouvait lire. C'est ça qu'on peut expliquer, quand il osait de lire entre les lignes, les raisons qui l'ont poussé à faire cette restructuration dans son armée, c'était justement pour la préparation de l'invasion enfin, pas de l'invasion, parce qu'il a déjà envahi le Congo plus d'une fois, mais justement de la continuation de la guerre qui s'est vue à l'est du Congo et éventuellement d'aller jusqu'à Kinshasa. On ne sait jamais, on ne sait pas où il va, jusqu'où il va aller. On va voir, on va essayer d'analyser
la situation sécuritaire. Mais quand on voit justement ce discours de vente en guerre de Kagame qui dit que il faut absolument continuer à verser le sang, qu'il ne veut pas du tout. Quelqu'un qui vraiment, c'est comme s'il était assoiffé de sang. C'est quelqu'un qui, de son côté, de l'autre côté, nous voyons qui dit qu'il essaie d'être un président normal, entre guillemets, qui dit, d'un côté, il va vraiment privilégier la diplomatie, comme on va d'ailleurs écouter d'ailleurs tout à l'heure, et puis, de l'autre côté, quand même, il va être un peu ferme, parce qu'il dit, nous avons fait appel, nous avons vraiment essayé d'engager les gens, les jeunes gens, pour qu'ils puissent vraiment essayer de former une armée conséquente. Il dit qu'on a fait une levée de troupes de plus de dizaines de milliers de recrues. Quand même, on va dire qu'il est en train de se préparer tout doucement. Malheureusement, je ne sais pas s'il aura le temps de bien mettre en place cette armée qui risque, qui a la chance de riposter, et qui aurait toutes les chances de son côté. Je ne sais pas s'il va y arriver, mais dans son discours, on entend bien qu'il n'est pas déterminé, il ne veut pas de sous-baisser les bras, en disant « Oh, c'est fini, nous sommes foutus ». Non. Tout à l'heure, nous allons voir une autre nouvelle vision des choses, parce que nous avons connu, d'ailleurs, j'ai vu que RDF a voulu jouer cette carte, de faire la guerre, et puis forcer les gens à négocier, puis mélanger les gens, mettre les gens qui étaient des combattants, les mettre au sein de l'armée pour faire une infiltration au sein de l'armée. Ça, Tshisekedi il a dit niet, c'est bon, vous l'avez déjà fait suffisamment, nous avons déjà, ça on va d'ailleurs l'écouter tout à l'heure. Vraiment, nous voyons vraiment que j'ai l'impression que Tshisekedi tient vraiment le problème par le bon bout, si jamais Ouli c'est la chance d'aller jusqu'au bout de sa procédure, de sa démarche. J'espère que si vraiment il va jusqu'au bout, il aurait des chances de s'en sortir, monsieur l'ambassadeur. Je ne sais pas comment vous le voyez la chose, vous. Oui. Tout à fait, mais moi, j'y vois aussi un inconvénient à attendre trop longtemps, parce que vous connaissez l'histoire de Hannibal. Hein. Hannibal, c'était un grand guerrier, un grand général qui avait une armée très organisée, mais chaque fois qu'il gagnait, ou en tout cas la seule fois où il a vraiment traversé la Méditerranée et où il a gagné une grande guerre contre les Romains, c'était à Capoue, dans la ville de Capoue. Et bien après cette victoire, il a dit, ça y est, j'ai gagné, aussi bien sur le plan diplomatique que sur le plan militaire, je peux me reposer un peu, permettre à mes militaires de s'amuser un peu. Et c'était bien sûr l'erreur de trop. Mais je pense que le président Tshisekedi ne sera pas Hannibal. Je prie en tout cas pour qu'il n'en soit pas ainsi. Je pense qu'on donne beaucoup de temps, je l'ai toujours dit. J'ai fait des chroniques en demandant aux Congolais de ne pas donner du temps à Kagame, parce que c'est la tactique de Kagame de faire perdre le temps aux autres, de gagner le temps et d'avancer, avant de frapper le coup fatal, et avant de poursuivre parce que Kagame est en train de réussir, là où il n'avait pas réussi avant, à créer les divisions politiques entre les acteurs politiques congolais. Ça se voit aujourd'hui. Quand vous écoutez les discours des opposants congolais, vous n'entendez pratiquement jamais parler de l'Est du Congo. Ils ne parlent pas de la guerre. Toutes les armes de l'opposition sont braquées sur le président Tshisekedi, comme s'il n'y avait pas de guerre au Congo. Et ça, bien sûr, c'est une grosse erreur. D'ailleurs, je me demande pourquoi la population ne les interpelle pas pour dire, écoutez, nous souffrons, venez nous voir, ou alors taisez-vous. Justement, on va essayer de voir dans la conclusion de notre émission d'aujourd'hui pour voir, parce que lorsque nous parlons de FPR et de sa procédure de guerre, de sa doctrine, il mène la guerre, nous savons de quoi nous parlons, parce que nous avons vécu ça déjà au Rwanda. D'un côté, il te dit, on va négocier, alors qu'il est en train de préparer la guerre pour venir te poignarder par le dos. D'un côté, il te dit, allez, venez, on va négocier, puis il descend l'avion. Ça ne m'étonnerait pas vraiment si un certain moment on entendait que Tshisekedi était descendu ou abattu ou quoi, ou tué. Ça ne me surprendrait pas. Donc vraiment, il faudrait vraiment que les Congolais fassent attention. Ils doivent vraiment faire une sorte de cohésion, vraiment, essayer d'être unis, ne pas être distraits dans leur guerre
intra-congolais, vraiment inter-congolais, ça ne va pas les servir, bien au contraire, ça va chaque fois, la carte du diviser pour régner, vraiment, ce côté-là, le FPR est très fort de son côté. On lui fait confiance parce que nous, on sait ce que nous avons déjà vécu dans les années 91, 92, 93. Nous savons ce que nous avons vécu chez nous. J'aimerais quand même qu'on écoute encore le président Tshisekedi, qui a donné une conférence de presse il y a justement le même jour, le 30 juin, où il s'est d'aborder les questions de sécurité et de la défense de son pays. Et puis après, on verra comment il voit au niveau de la diplomatie maintenant. Parce que j'ai vu que lui, il a préféré faire une attaque, oui c'est vrai, une attaque diplomatique qui jusque-là vraiment a très bien fonctionné, je dois le dire. Hein. Et puis, mais il se réserve aussi le droit d'envisager éventuellement la guerre ouverte. Mais il dit que la guerre, c'est un dernier recours. On va d'abord l'écouter, comment lui il voit les problèmes de la défense et de la sécurité, et puis on reviendra pour en discuter tout à l'heure. Je ne peux pas mettre l'image parce que je n'ai pas d'accord avec, je n'ai pas signé d'accord avec la radio-télévision nationale du Congo pour que je puisse diffuser leurs images, mais on peut écouter le son de Tshisekedi. Écoutons. Alors la deuxième thématique qui a beaucoup intéressé notre population, c'est la défense et la sécurité, comme nous ne pouvions pas prendre toutes les questions. Alors, la première, elle dit ceci. En mai 2023 au Botswana, Monsieur le Président, vous avez critiqué ouvertement la force de l'East African Community, l'EAC, à l'exception du contingent burundais. Qu'est-ce qui a motivé le renouvellement du mandat de cette force un mois après le sommet de Bujumbura? Le fait qu'on se soit dit les choses clairement. Critiquer n'est pas rejeter, attention, donc on peut tous se critiquer, on peut me critiquer mon action, ça ne veut pas forcément dire qu'on me rejette, donc vous voyez, il ne faut pas confondre les choses. J'ai critiqué le comportement de cette force uniquement parce que sur le terrain, le contingent ne se comportait pas comme convenu. C'était au moment où le M23 était censé se désengager des localités qu'il occupait pour se regrouper en vue d'aller sur le programme de cantonnement, donc de pré-cantonnement d'abord pour être désarmé, puis cantonnement et ensuite entamer le programme de DDRCS. Et donc j'avais l'impression que c'était lent, c'était pas qu'il y avait comme des complicités dans les cités où il cohabitait, contingent EAC et M23. Le M23 continue en terrain conquis, il percevait des taxes, c'était inacceptable. Donc j'ai fait cette critique qui a été entendue et je crois que à partir de là, on a décidé de rectifier les lignes. D'un autre côté, il y avait aussi des obligations de notre part, c'est-à-dire qu'il fallait mettre à disposition de l'East African Community un site sur lequel, j'ai parlé du pré-cantonnement, on allait donc effectuer cette opération. Et le site est trouvé, c'est Rumangabo, il faut donc l'équiper, ce qui est en train de se faire, et d'ici peut-être la mi-juillet, tout sera prêt pour accueillir justement ces terroristes du M23, et ensuite on les amènera à Kindu pour les engager dans le programme des DRCS. Alors, à quand le déploiement de la SADC? Et il pose en même temps la question de savoir, est-ce que finalement, avec toutes ces forces en présence en RDC, on aura la force de l'EAC, on aura la SADC qui va se déployer, on a tous lu le communiqué, et puis, est-ce que ça ne mettra pas finalement les pays en danger? Parce que, il ne faut pas l'oublier, il y a d'un autre côté les contingents, les différents contingents de la MONUSCO. Comprenons-nous bien. La SADC, parce que bon, les gens ont vraiment cette habitude de vouloir tout monter comme ça en émotion, etc. La SADC, c'est une organisation à laquelle appartient aussi, à laquelle la RDC est membre. Donc la SADC ne va dépendre, et d'ailleurs c'était l'objet de la réunion de Luanda, la dernière, celle de la semaine passée, la SADC ne va dépendre que du goût de la République démocratique du Congo pour venir. Et évidemment, il faudrait organiser cette mise en œuvre, il faut lever des moyens. Donc vous comprenez qu'on est encore loin
du compte. La SADC n'a pas une date précise, n'a pas décidé. Elle va se mettre, comme ça a été décidé à Luanda récemment, au service ou à la disposition plutôt de la République démocratique du Congo, qui, le moment venu, si elle en a besoin, lèvera cette option. Pour le moment, nous sommes engagés dans le retrait et le cantonnement du M23 pour que nous puissions ramener nos populations dans leur localité et que nous poursuivions le processus électoral, parce que ces populations doivent être enrôlées. La CENI nous rassure que c'est fort possible de le faire, il n'est pas trop tard, on pourra toujours, rien n'est perdu de ce côté-là. L'essentiel étant d'abord le retrait et le cantonnement du M23. Ensuite, nous verrons. Tout ça, ce sont des questions, des préoccupations des Congolais, je comprends, mais les Congolais doivent apprendre à nous faire confiance. Nous avons jusqu'ici mené à bien ces opérations. Vous avez entendu que les prophètes des malheurs souhaitaient même que Goma tombe. Goma n'est pas tombé et Goma ne tombera pas. Ça, je peux vous l'assurer. Et même, nous reprendrons toutes ces localités et ramènerons tout le monde à la maison, ainsi que la paix qui sera sauvegardée. Alors, il demande au départ de toutes ces troupes, l'EAC, la SADC, est-ce que finalement les FARDC qui sont habitués à être assistés seront-elles en mesure de bien accomplir leur mission? Je vous ai dit ici que les FARDC sont en train de monter en puissance. Nous allons dans quelques mois terminer la formation de dizaines de milliers de recrues qui vont donc venir renforcer les FARDC, pendant que les autres seront peut-être relevés et recyclés, parce que vous savez que l'une des raisons de nos déboires à l'Est, c'est aussi le fait que ces troupes ont trop longtemps été au front, ont connu beaucoup d'émotions, beaucoup de difficultés, certains étaient blessés, certains ont vu les leurs perdre la vie. Tout ça a eu des impacts psychologiques certains, et il faut renouveler cela. C'est malheureusement pas ce qui se faisait de tout temps ici. Nous avons pris le problème à bras le corps, nous avons fait des réformes au sein de cette armée. Aujourd'hui, nous avons une loi de programmation qui va pouvoir permettre de venir au chevet de cette armée avec les thérapies qu'il faut pour la relever. Et c'était la question qui finissait en tout cas cette thématique. Où est-ce qu'on en est justement avec cette loi sur la programmation militaire et la politique de défense nationale? Dépend de la disponibilisation des ressources. On doit les mettre à la disposition de l'armée. Donc c'est le travail que le gouvernement est en train de faire. Et je vous ai parlé ici de la montée en puissance de cette armée. Ça veut dire qu'il y a des ressources. Mais attention, nous sommes pour le moment en temps de guerre. Donc le programme est un petit peu bouleversé. On ne va pas arrêter de financer la montée en puissance, les équipements, la prise en charge des recrues et leur formation, etc., pour rentrer dans une gestion normale de la chose, c'est-à-dire construction des camps, des hôpitaux, et bien d'autres choses, la gestion au quotidien d'une armée. Donc nous devons d'abord faire face à la guerre, la terminer, et ensuite revenir dans le sens normal de ce que nous nous étions convenus. Mais aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que les ressources sont là pour pouvoir parer à toute éventualité, et c'est ce que nous faisons. Voilà, donc je voulais vraiment qu'on écoute seulement cet extrait justement, où il parle de la sécurité, encore une fois, il essaie vraiment d'être lucide et pragmatique, même si vous, tout à l'heure, vous disiez que vous aviez l'impression que la RDC est en train de traîner, qu'il ne fait pas vite ce qu'il devait faire, mais je dois quand même avouer, en convenir avec le président Tshisekedi que l'armée congolaise vient de très loin. Depuis les forces armées du Zaïre dans l'OTAN, qui se sont avérées être vraiment un genre de, je sais pas moi, de cauchemar ou de l'heure, qui ça n'existait pratiquement pas, qui était vraiment genre mythologique, et puis qui ont été battus par un certain Kabila qui ne venait de nulle part, qui en fait qui ont été battus par l'armée rwandaise et l'armée burundaise, et ça on l'oublie souvent, burundaise et ougandaise, qui ont occupé le Congo tout simplement en quelques 6 mois, 7 mois maximum. Dala a reconstruit une armée qui, des années qui ont suivi, a été infiltrée par les gens de Kigali, de Ghana. Vraiment, on doit dire que l'armée congolaise vient de très loin. Si il arrive vraiment à reconstruire une vraie armée, j'ai vu que son adresse d'essayer de
d'enlever, d'essayer d'écarter ce qui était de connivence avec l'ennemi, entre guillemets, avec Kigali. C'est une très grande opération quand même qui risque de prendre du temps. Donc, je ne sais pas, quand vous avez entendu le président Tshisekedi, monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous avez vu, vous n'avez pas cette impression que moi, comme il est réaliste d'abord, et puis il dit la vérité de la situation telle qu'elle est, sans cacher la réalité. Je ne sais pas comment vous avez perçu cette interview, monsieur l'ambassadeur. Là est vrai, après tout, il a plus d'informations que nous, et donc il peut parler dans un sens ou un autre, alors que nous sommes des observateurs, oui. Impatients parce que nous souhaitons la paix immédiatement. Il y a une observation importante qu'il faut peut-être faire. Bon, c'est que jusque-là, les FARDC ne se sont pas encore battus. Je crois qu'il n'y a pas eu... Les FARDC ne sont pas encore entrés en guerre contre les troupes d'agression ou les troupes d'occupation. Je crois qu'ils ont plutôt donné les moyens aux populations locales de se défendre, de renforcer ce que certains appellent les milices, mais qui sont des groupes de patriotes, les Wazalendo, pour résister à l'ennemi, à l'agresseur, et ils le font très bien. Si le Rwanda, l'armée rwandaise, avec ses supplétifs du M23, qui sont en fait membres de l'armée rwandaise, ne sont pas encore parvenus à occuper tout l'est du Congo, en faisant face seulement aux Wazalendo et à l'EAC dans certaines zones, c'est que vraiment, le jour où l'armée congolaise va peut-être entrer en action, cette armée rwandaise va reculer et repartir au Rwanda, sur le territoire rwandais. C'est ce qu'il faut souhaiter. Personnellement, je ne souhaite pas qu'il y ait une guerre ouverte avec l'entrée de l'armée congolaise au Rwanda, parce que ça ferait beaucoup de dégâts contre les populations civiles. Mais si le Rwanda, l'armée rwandaise pouvait au moins une fois avoir une petite culottée, ce ne serait pas une mauvaise chose, parce qu'elle se croit tout permis, l'armée rwandaise. Elle veut devenir une armée d'occupation partout en Afrique, en RCA aujourd'hui, en Centrafrique. C'est la tendance, hein, et ils sont en train de réussir. Ils essaient même de déloger les Wagner pour rester seuls en Centrafrique. Donc, tout ça, la Centrafrique, on abordera peut-être à une autre occasion. Mais je crois que l'armée rwandaise, Kagame et son armée, sa petite clique, ils ont besoin de recevoir une bonne culottée pour arrêter cette folie, pour arrêter cette agression folle contre le peuple ami et frère du Congo. Donc, comme vous, je pense que le président Tshisekedi a compris certaines choses que nous, on mettra du temps à comprendre parce qu'on n'a pas tous les éléments en notre possession. Mais malgré tout, il faut faire vite. J'ai appris qu'il y avait une réunion ce matin. Je n'ai pas vraiment d'informations précises sur cette réunion qui se passe à Goma, où il y aurait bien sûr l'EAC, il y aurait même la présence de la France, le président, l'ancien président du Kenya, Kikuyu, Uhuru plutôt, serait présent. Je n'en connais pas trop l'objet, mais j'ose espérer que ce sera vraiment pour donner le feu vert à l'armée congolaise d'occuper tous les territoires aujourd'hui sous l'occupation de l'EAC, parce que c'est ça aussi qui gêne la progression des troupes congolaises pour chasser le M23, armée rwandaise, une fois pour toutes. Ça, c'est une grosse épine dans le pied de l'armée congolaise. Le fait que l'armée congolaise soit considérée comme pratiquement une armée d'intrus sur le territoire occupé aujourd'hui par l'EAC, en sachant aussi que le M23, l'armée rwandaise, ne s'est pas encore retirée de tous les territoires qu'il occupait jusque-là. Parler de Rumangabo, c'est bien, mais par ailleurs, en face,
le porte-parole de cette armée ou le chef de cette armée rwandaise en RDC, M. Makenga, dit qu'il n'en est pas question, qu'il ne va jamais se retirer, qu'il ne sera pas cantonné à Rumangabo et que de toute façon, il va mener la guerre jusqu'au bout si le Congo n'accepte pas de négocier avec son armée. Le président Tshisekedi dit « Je n'ai jamais refusé de négocier avec le Rwanda. » Mais négocier de quoi? Si le Rwanda accepte de se retirer du territoire congolais, alors on peut parler. Mais négocier avec un voisin qui occupe votre territoire depuis plus d'un an maintenant, un voisin qui vous a privé de votre souveraineté, de votre droit au territoire qui est le vôtre, pourquoi veut-on que le président Tshisekedi aille négocier avec le Rwanda qui dit qu'il n'est pas au Congo, mais qui se comporte comme tel, qui est devenu le porte-parole de cette armée d'invasion du M23? C'est Kagame qui se présente aux réunions au sommet d'hiver, chaque fois qu'il est question de parler du M23. Donc c'est un piège dont le président Tshisekedi a su se tirer, je pense, avec beaucoup de maestria. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Attendons les résultats de la réunion d'aujourd'hui. Peut-être qu'ils sont déjà connus. Moi, je n'ai pas pu y accéder jusque-là. Donc, attendons un tout petit peu pour savoir. Justement, tout à l'heure, j'en parlais, justement, qu'on va quand même reprendre nos émissions en langue française. On va suivre ça de près pour voir l'évolution. Justement, en parlant de la diplomatie, tout à l'heure, je vais pour vous faire écouter un autre extrait où le message qui est dit parle justement de la diplomatie, où la jeunesse lui demande pourquoi est-ce qu'il ne coupe pas carrément toute relation diplomatique avec le Rwanda. Vous allez entendre et écouter la réponse qu'il lui donne. Mais entre-temps, j'ai vu une genre de sortie de l'ambassadeur français à Kinshasa. Je vais vous partager un petit texte, c'est pas très long. Je peux vous le partager comme ça, on le lit ensemble, pour vous montrer ce que l'ambassadeur de la France en RDC a déclaré, et justement, au ministre de la Défense, justement, comme par hasard. Donc, l'ambassadeur de France en RDC, Bruno Aubert, a déclaré lundi 10 juillet, que la mise en œuvre des prescrits de Luanda et de Nairobi sont considérés comme priorité. Oui, vous avez été ambassadeur, vous savez peut-être nous parler, essayer de décrypter ce langage diplomatique que vous avez et que vous utilisez. Donc, c'est comme priorité absolue pour la France. Il a dit au sortir de l'audience, lui accordé par le vice-premier ministre, le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, Bruno Aubert s'est félicité de la mobilisation diplomatique importante qui s'observe ces derniers jours sur la situation en RDC au niveau de la région. Il confirme le soutien total de son pays à cette mobilisation et la coopération militaire avec la RDC. Et évidemment, ça c'est la citation, il cite en disant, évidemment nous avons parlé de nos coopérations militaires de défense, puisque la France est aux côtés de la RDC pour tout ce qui concerne les capacités d'exercer sa souveraineté. Nous avons une coopération militaire de défense qui est importante et qui va certainement se développer dans de nouveaux domaines. Et puis également, nous avons l'ensemble de la situation, notamment à l'Est, bien évidemment. Notamment, évidemment, vraiment avec ces mots vraiment de la diplomatie. Notre lecture est qu'il y ait une priorité absolue à la mise en œuvre de ce qui a été décidé à Luanda et à Nairobi, a soutenu le diplomate français. Selon lui, la feuille de route de Luanda doit être le fil conducteur de toute action. Nous sommes contents de voir qu'il y a un travail de mobilisation diplomatique qui est important. Il y aura une réunion demain à Goma, justement ça, comme vous avez signé tout à l'heure, parce que cela a dit hier, le 10, et la réunion aujourd'hui, justement à Goma, où le vice-premier ministre se rendra, et qui vise en quelque sorte à rendre plus effectif, visible et immédiat, le processus de pré-cantonnement, plus de cantonnement, vraiment, qu'il utilise presque les mêmes mots que ce qui est dit, ce que refuse justement, vous venez de le dire tout à l'heure, le M23. Et c'est à ça que tous doivent travailler. Et nous constatons qu'il y a eu au cours des dernières semaines beaucoup de mobilisation diplomatique au niveau régional. Et ça, nous soutenons et nous l'encourageons fermement. Vous voyez justement ce que je vous disais, que c'est le langage purement diplomatique. Mais il faut peut-être essayer de le décortiquer, de comprendre ce qu'il y a derrière.
on voit bien que pour le moment, la France, évidemment, constate, ça tout le monde le remarque, on parle des réussites diplomatiques de la RDC. Les rapports sont sortis. Donc, il n'y a plus personne dans ce monde que Dieu a créé qui doute de la présence du Rwanda, des forces armées rwandaises en RDC. Il n'y a plus personne. Tout le monde le sait. Même s'ils sont un peu, on va dire, timides, ils disent souvent le M23 soutenu par le Rwanda. Mais d'autres disent que c'est le Rwanda sous couvert de M23, tout simplement. On n'ose pas dire ça. Mais, ce côté-là, la diplomatie, vraiment, on peut dire que la RDC, vraiment, s'en est sortie vraiment haut les mains. Alors, ce qui reste maintenant, c'est même la France qui, jusque-là, on se rappelle la dernière fois que, lors de la visite du président Macron à Kinshasa, il y a eu comme ça j'ai failli dire une empoignade entre Tshisekedi et Macron, qui dit, oh, ne nous demandez pas de venir vous défendre, c'est vous qui devez vous défendre. C'était vraiment chaud entre eux. On voyait que la France, qui d'ailleurs est derrière Kagame, parce que n'oublions pas qu'ils ont des accords pour soutenir, pour aller combattre, soutenir le total au Mozambique, pour essayer d'aller en RCA d'ailleurs. Ils ont fait une guerre de par procuration. La RCA a chassé la France et la France a délégué le Rwanda pour aller là. Nous savons aussi qu'il y a une coopération entre l'Ouganda et la France d'ailleurs. Tout ça c'est connu. Alors, je ne sais pas si Tshisekedi va vraiment tellement faire confiance à la France pour que, ou alors s'il peut avoir d'autres partenaires qui seraient beaucoup plus fiables que la France. Ça c'est vraiment la clairvoyance de M. Tshisekedi qui doit voir comment il va s'en sortir. Donc, je ne sais pas comment vous reliez cette sortie de l'ambassade de la France, justement, et qui dit qu'il soutient absolument tous les accords qui ont été signés à Luanda, Nairobi, etc. etc. Est-ce que vous pensez que la France va arriver à jongler entre les intérêts du Rwanda, parce que la France soutient le Rwanda, et les intérêts de la RDC parce qu'il voit que la RDC est injustement agressée, monsieur l'ambassadeur. Je ne sais pas comment la France va jongler entre ces deux intérêts, monsieur l'ambassadeur. Écoutez, le discours est effectivement très diplomatique et d'ailleurs très positif en faveur du Congo, si je puis dire ainsi, au niveau diplomatique. Mais il faut se poser les vraies questions. Est-ce que la France, comme beaucoup d'autres pays occidentaux, souhaite que le Congo s'en sorte? Parce que dans cette affaire-là, ce n'est pas une question de sentiment. Ce matin, j'ai suivi une déclaration du président Macron qui se rendait au sommet des pays de l'OTAN, où il parlait de l'Ukraine naturellement, où il a déclaré, alors que ces derniers temps, il traînait un peu les pieds, il a confirmé qu'il allait augmenter les quantités d'armes à livrer à l'Ukraine pour qu'enfin cette guerre russo-ukrainienne se termine très rapidement. Moi, c'est cela que j'aimerais entendre de la part de Macron, de la part de la France. Si vraiment la France tient à la souveraineté du Congo, la France, les États-Unis et tous ces autres pays, s'ils ne souhaitent pas que la situation actuelle perdure, c'est-à-dire l'utilisation d'un petit pays comme le Rwanda pour continuer le pillage du Congo, moi j'ai l'impression que beaucoup de pays souhaitent maintenir le statu quo tout en disant aux Congolais non, 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 on vous soutient, on souhaiterait que ça aille très vite. Non, alors que dans les faits, c'est le Rwanda qui est soutenu, c'est le Rwanda qui reçoit les armes, c'est le Rwanda qui est entraîné militairement, c'est le Rwanda qui est soutenu dans ses opérations régionales, au Mozambique, en Centrafrique, au Bénin et ailleurs. Je crois qu'il y a, je ne dirais pas un mensonge de la part de tous ces pays-là, mais il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait dans le sens des intérêts des Congolais. Bien sûr, c'est déjà ça. Et je pense que le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, qui avait reçu l'ambassadeur de France, a compris, hein, il comprend, une fois encore, il a des informations que nous n'avons pas. Mais je crois qu'on doit être très vigilant à l'égard de toutes ces bonnes intentions déclarées par les diplomates occidentaux ou même les diplomates des autres zones, hein, que ce soit les Chinois, les Russes ou les autres. Celui qui est votre ami, c'est celui qui vous vient en aide
pendant les moments difficiles. Lorsqu'un pays est agressé comme ça, les populations sont massacrées. Hier encore, on a révélé que du côté de Rutshuru, Massissi, le M23 qui, malgré ses déclarations, se retire quand même pour occuper d'autres zones, est parti avec les populations qui transportaient tout ce que le M23 avait dans cette ville-là, dans ces villages hein, de Rutshuru et Massissi. Eh bien, il semble que la plupart de ces populations qui étaient nombreuses à accompagner le M23 forcées de transporter les affaires du M23, pour la plupart, ils ont été assassinés à l'arrivée, pour qu'ils n'aillent pas dire où ils sont allés, où on les a amenés, où se trouve le M23, armée rwandaise. C'est des crimes tous les jours. Oui, tous les jours. Et ça nous fait, nous, Rwandais, de très mauvais souvenirs. Lorsqu'on se rappelle bien ce qui s'est passé à Ruhengeri, justement. Malheureusement, j'étais à l'université de Nyakinama, lorsque Nyakinama a été pris. Toutes les populations de toutes les communes limitrophes avec l'Ouganda, tout près de la forêt de parc d'Ibirunga, toute la population qui les ont réquisitionnés, ils ont pris de force, qui ont transformé dans leur repli, ils ont été massacrés tout simplement. Vous avez utilisé le bon terme, en fait. Les populations civiles sont réquisitionnées. Oui. Comme on réquisitionne des camions, des voitures et tout pour transporter les affaires des rebelles. Et à l'arrivée, une fois qu'ils arrivent, ils sont massacrés, assassinés, pour garder le secret de cette opération. Mais il y en a qui ont pu partir et qui ont tout raconté. Il s'agit d'un massacre vraiment c'est un crime de guerre indicible. Exactement, c'est un crime de guerre, vraiment, qui est d'ailleurs... crime de guerre. Le problème, c'est que ça se répète tous les jours. Ça se passe tous les jours. On va probablement dépasser la qualification de crime de guerre, tout simplement, parce que c'est en même temps des crimes contre l'humanité, vu l'intensité, la masse des personnes tuées, la systématisation. Il y a un journaliste aujourd'hui qui disait qu'en fait, les populations ciblées pour les assassinats d'hier et d'avant-hier, que c'était des populations hutus congolaises. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un journaliste qui l'a précisé et qui était sur place. Un journaliste congolais. Quand ça commence à avoir ce caractère ethnique, dont on sait bien que le M23, RDF, armée rwandaise, effectivement, se sont jurés de casser du bantou, ils l'ont dit publiquement, par le porte-parole de ce mouvement, de cette armée rwandaise. Ils l'ont déclaré à plusieurs reprises. Et donc là, sincèrement, il faudrait en tenir compte aussi. Pour revenir aux déclarations de l'ambassadeur de France, elles sont les bienvenues. Attendons la réunion, les résultats de la réunion d'aujourd'hui. Mais j'ai aussi l'impression par ailleurs que certains pays font pression sur le président Tshisekedi pour l'amener à plus de sentiments, pour l'amener à ralentir le processus d'occupation du territoire, de son propre territoire, en lui disant, Monsieur le Président, on va vous aider, diplomatiquement on est avec vous, allez-y doucement pour qu'on ne vous traite pas de ceci ou de cela. En même temps, ce sont les mêmes diplomates ou les mêmes diplomaties occidentales qui accusent le Congo de développer un discours de haine. Quel discours de haine? Quel discours de haine? Donc là aussi, souhaitons vraiment que cette guerre s'arrête. Souhaitons qu'elle s'arrête et souhaitons aussi que, en fin de compte, le régime de Kigali ne puisse plus continuer cette agressivité. Ne continue pas à mener des guerres insensées et à massacrer les populations de notre région. La seule voie, la seule façon de faire, effectivement, je le répète, c'est qu'il y ait un jour une coalition régionale pour ramener la paix dans cette région. Et la coalition de l'EAC ne suffit pas, elle a montré ses limites. Justement, vous anticipez sur la question que j'allais vous poser, parce qu'il a abordé cette question justement, où quand il lui demandait à quand est-ce que l'arrivée des militaires du SADC, puis
parce que, justement, le EAC a montré ses limites, justement. Et d'ailleurs, on peut même se poser la question globale de toute cette présence des militaires étrangers au niveau du sol congolais. Parce que nous, encore une fois, nous allons nous baser sur notre expérience chez nous au Rwanda. Nous avons fait ce qu'a fait la Minoire. Et d'ailleurs, nous avons vu au Burundi, à côté, en 2015, où on a proposé d'amener les missions. M. Pierre nous a dit net, non, il n'y aura pas de militaires étrangers. Nous allons assurer la sécurité de notre pays nous-mêmes. Nous ne voulons pas de militaires étrangers sur notre sol burundais. Mais quand on voit le type de militaires qui sont au Congo, il y a le MONUSCO qui apparemment va vers, d'être poussé un tout petit peu vers la porte de sortie. Il y a le SADC dont on ne parle pas, mais qui sont en train de préparer leur venue. Il y a les forces de l'Ouganda, sans parler maintenant du Rwanda, évidemment, qui a agressé le pays. Est-ce que quand vous voyez un pays qui, sur le territoire duquel se trouvent vraiment autant de militaires étrangers, est-ce que vous n'avez pas peur, que vous ne pensez pas que la RDC vraiment n'arrive pas à se prendre en charge, à se prendre en main, avoir une armée qui assure la souveraineté nationale? Est-ce que ça ne va pas être trop difficile pour eux parce qu'ils ont été habitués pendant des décennies pratiquement à dépendre de la défense des étrangers, monsieur l'ambassadeur? Je pense que nous devons changer aussi notre vision par rapport à la RDC. Vous savez, jusqu'en début de cette année, la RDC communiquait beaucoup. Elle allait même jusqu'à communiquer des secrets militaires. Moi, c'est mon point de vue. Parce qu'on pouvait savoir où arrivait telle compagnie, quelles armes on allait utiliser, les avions, on les voyait voler, on disait, voilà, ils vont attaquer tel village, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Si vous avez remarqué, depuis un certain nombre de mois, l'armée congolaise ne communique plus que par bribes pour dire il y a ceci, il y a eu un incident à tel endroit, mais on ne communique plus sur l'action, la remontade de l'armée congolaise. Parce que l'armée congolaise, elle revient en force, comme dit le président, c'est l'expression qu'ils aiment utiliser aujourd'hui, le retour en force de l'armée congolaise. Mais on ne va pas vous dire que depuis quelques mois, il y a peut-être plusieurs dizaines de milliers de jeunes qui sont envoyés dans le Nord Kivu, alors que c'est peut-être le cas. Le Rwanda le sait, bien sûr, puisque ils ont infiltré tout le système militaire congolais, mais de moins en moins, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été inventées, des secrets qui ont été inventés, des espions qui ont été arrêtés au Congo. Et donc, de mieux en mieux, je pense, on peut percevoir un silence qui cache quelque chose. Moi, je suis convaincu que l'EAC, qui a de toute façon un deadline, l'échéance de l'EAC, c'est fin septembre. Enfin, du 15 au 30, l'évaluation de l'EAC doit être définitive. On doit savoir si l'EAC reste ou si elle repart. Si elle ne repart pas, ça veut dire que cela constituerait une déclaration de guerre contre le Congo. C'est le Congo souverain qui doit décider de la poursuite de la mission de l'EAC ou de son départ. Quant à la SADC, le président a raison aussi de le dire dans les termes qu'il a choisis. Parce qu'effectivement, ce n'est pas le Congo qui doit décider d'abord de qui vient dans la mission de la SADC, de quand ça doit commencer. Il se fait qu'il y a une charte à laquelle le Congo a adhéré au sein de la SADC. Il y a des règles. Le Congo a demandé un soutien militaire. Il appartient à la SADC de dire nous sommes prêts, nous voulons intervenir à tel moment et sous telle forme. En indiquant le Congo saura combien de militaires de la SADC seront présents, même si certains pays ont déjà tranché en disant que leurs troupes aujourd'hui membres, plutôt qui évoluent au sein de la MONUSCO, représenteront leur pays. Et ce qui serait déjà bien, parce que le commandement, par rapport à ces troupes, changerait. Ce serait l'armée congolaise qui les aurait sous sa direction. Ça aussi, c'est un élément que, lors de notre dernière mission, on n'avait pas ce nouvel élément, qui fait que c'est l'armée congolaise, ou en tout cas c'est la RDC, au sein de l'EAC, qui coordonne les activités des contingents
est-africain. Donc déjà, la mauvaise interprétation qu'avait connue le protocole de Luanda a été revue. Aujourd'hui, le Congo a repris sa place de coordination des activités des troupes. Donc, on ne peut pas dire quand même que l'EAC force la main au Congo, puisque si le Congo ne veut pas que l'EAC reste, eh bien, le Congo va le dire et va mettre fin au mandat. Dans des conditions, bien sûr, entendues de commun accord entre le Congo et la communauté dont elle fait partie, l'EAC. Et pareil pour la SADC. Je crois que le président a su choisir les mots qu'il fait, plutôt qu'il a utilisé. Bon, j'ai entendu certains journalistes congolais qui ont beaucoup critiqué Tina Salama, qui est pour moi pourtant une journaliste. Elle est jeune, c'est vrai, mais elle vient d'une région où la notion de guerre a un sens. C'est une Bukavienne qui a vécu tous ces événements passés. C'est une journaliste qui pose les questions qu'elle a envie de poser sans complexe. Et vraiment, elle mérite bien le rôle de porte-parole principal du président Tshisekedi. L'interview qu'elle a passée avec le président était d'un très haut niveau. Oui, franchement, moi aussi, en tant que journaliste, d'ailleurs, chapeau bas, franchement, ça n'est très bien, pas mal tiré quand même. D'ailleurs, on va écouter le dernier extrait justement de son interview pour voir justement, parce qu'il lui demande ouvertement, elle pose des questions précises, claires, sans formulation alambiquée, non. On va justement écouter quand il lui demandait pourquoi est-ce qu'on ne coupe pas carrément la diplomatie entre le Rwanda et le... Écoutons aussi plutôt. Alors, une question, est-ce qu'on ne devrait pas rompre finalement, mais complètement, nos relations diplomatiques avec le Rwanda? Vous savez, j'ai toujours eu une approche différente de certains de mes compatriotes que je trouve beaucoup plus, passez-moi l'expression, peut-être extrémiste, enfin, mais je comprends leurs sentiments. Il faut toujours faire la part des choses entre le régime Kagame et le peuple rwandais. Absolument. Le peuple rwandais est un peuple frère. Ce peuple restera toujours aux côtés, en tout cas au Rwanda, pays à côté de la RDC. Absolument. Donc, pourquoi rompre les relations avec ce peuple? Ça n'aura aucun sens. D'abord parce qu'il y a déjà des mariages qui se sont faits, il y a des échanges économiques qui se font, commerciaux, qui se font. C'est impossible. Donc, vous le faites, vous condamnez des centaines de milliers, voire peut-être des millions de gens à la famine à cause d'un individu et de son régime. Non, je ne crois pas que ce soit la solution, celle de rompre les relations diplomatiques. Je pense simplement que nous devrions continuer à mettre la pression diplomatique sur le régime de Kagame. C'est en train d'ailleurs de fonctionner. Parce que, rappelez-vous, jusqu'au mois de mars passé, on entendait encore de coups de feu sur la ligne de front là-bas. Aujourd'hui, il n'y a plus de coups de feu. Pourtant, ils avaient cette habitude de tirer sur nos positions. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est la preuve que ça marche. Aujourd'hui, il y a des rapports d'experts qui démontrent clairement que les RDF sont au Congo, sont en train d'appuyer cette cohorte de terroristes du M23 et afin de déstabiliser notre pays. Donc, je crois simplement que la diplomatie plus notre propre dissuasion, en préparant nos troupes, parce que les Rwandais, cette armée n'a profité que des faiblesses qui sont les nôtres. Ce n'est pas qu'elle est brave, plus téméraire que la nôtre, rien du tout. C'est simplement parce que notre armée était minée à cause justement de ces accords bidons qui se faisaient, qui faisaient suite à des mixages, brassages, etc., pour permettre justement à l'ennemi d'infiltrer ces espions chez nous, accord que j'ai refusé et que je continuerai toujours de refuser. Donc voilà, la guerre pour moi, en tout cas du point de vue de la République démocratique du Congo, restera la dernière option. Nous comptons encore sur nos partenaires, sur la communauté internationale, pour qu'elle impose au Rwanda des sanctions si celui-ci ne continue plutôt de refuser de quitter le sol congolais. Et ce n'est que si sanctions il y a et qu'on se rend compte que le Rwanda s'entête,
nous prendrions alors à ce moment-là ils disent nos pourquoi responsabilités. vous vous entêtez à continuer avec la diplomatie en tout temps, même au temps de la crise, au plus fort de la crise. Pourquoi ne pas carrément structurer notre armée et nous faire ainsi respecter? La diplomatie, on ne la rompt jamais, sauf quand vraiment on est en terrain, j'allais dire, en no man's land. Tant qu'il y aura des hommes, il y aura la diplomatie. Même aujourd'hui, entre Ukrainiens et Russes, la diplomatie, même de l'ombre soit-elle, existe. Donc on ne rompt jamais la diplomatie. Je ne veux pas m'isoler aujourd'hui à cause d'un délire hégémonique de Kagame. Donc moi, je continue de croire en la force de notre diplomatie, mais maintenant, en plus de la diplomatie, j'ai renforcé les capacités de mon armée, donc je n'ai pas à craindre ce bourreau. Donc le moment venu, s'il n'obtempère pas, nous prendrons nos responsabilités, comme je l'ai dit, mais ça reste la dernière option. La dernière question sur la diplomatie, malgré la crise russo-ukrainienne, pourquoi ne pas se tourner carrément vers Vladimir Poutine, vers la Russie comme un partenaire stratégique? Mais la Russie, c'est un partenaire, sauf que la Russie n'a pas vraiment l'habitude de beaucoup commercer en Afrique. Il n'y a pas que en République démocratique du Congo. Remarquez partout, souvent c'est la coopération militaire. Mais pour ça, on a suffisamment d'alliés de ce côté-là. Si on avait des besoins, on se serait aussi adressé à eux. Mais souvenez-vous, en 2019, je crois, nous avons eu à nous rendre au sommet de Sochi, Russie-Afrique. J'y avais rencontré beaucoup d'hommes d'affaires qui semblaient être intéressés par la République démocratique du Congo dans plusieurs domaines. Mais je ne vais pas les forcer à aimer le Congo ou à venir au Congo. La porte du Congo est ouverte en tout cas pour tous ceux qui voudraient venir y faire des affaires qui seront prospères à la fois pour eux, mais aussi pour nos populations. Donc je n'ai pas de préférence. Et quand à parler d'alliance stratégique, je ne sais pas ce qu'on entend par ça, mais il n'y a pas d'alliance stratégique qui ne soit pas définie. Il y a plein d'orientations qu'on peut prendre. Donc, quand on la demande, on doit dire aussi pour quelles raisons les gens voudraient qu'on fasse cette alliance stratégique. Et puis là, c'est... Voilà, donc nous avons encore écouté le président Tshisekedi qui essaye vraiment de répondre habilement. Je répète encore une fois, les questions de la journaliste, vraiment, elles sont très précises, très osées d'ailleurs. On ne passe pas à côté de la question. Donc, j'aimerais quand même connaître votre point de vue au sujet de cet extrait que vous venez d'écouter. Quand on parle il dit il n'y aura plus d'accord entre le M23 qui cache le Rwanda en réalité. Il n'y aura plus d'accord parce que nous en avons tellement connu dans notre dans l'histoire récente que ils avaient on ne saurait même pas énumérer tous les mouvements qui ont attaqué, qui ont signé des accords et puis qui ont intégré l'armée. Le lendemain sont redevenus pro-Kigali. Donc en fait c'était un genre de cheval de Troie qui venait dans l'armée congolaise d'ailleurs. Il dit non, il n'y aura plus d'accord, c'est niet, ça c'est clair. Alors il dit il faudra continuer vraiment à faire cette poussée diplomatique pour que le Rwanda accepte de quitter notre pays, c'est tout. C'est aussi simple que ça, quitter notre territoire. Sinon, il y aura des sanctions. Sinon, même si malgré les sanctions, alors là, la solution de la guerre sera vraiment la dernière solution, le dernier recours. Mais je ne sais pas comment vous avez vu, vous avez analysé, vous avez perçu cet extrait, ou la façon dont Tshisekedi s'est exprimé sur l'ambassadeur. Je suis totalement d'accord avec le président Tshisekedi sur ce point. Concernant la Russie, là aussi, il n'a pas à donner la position officielle de son pays par rapport à telle ou telle puissance. Le Congo a de bonnes relations avec la Russie. Le président a été, comme il l'a dit, à un salon quelque part, là. Sochi, oui. Voilà, il n'a pas eu tout ce qu'il a voulu avoir, ou alors il l'a eu, on ne sait pas, hein. Vous savez, il ne va pas étaler tout ce qu'il a reçu, tout ce qu'il a pu acheter, acquérir en Russie. Mais pour peu qu'on en sache, on a quand même vu des Sukhoi à Goma. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a une certaine coopération militaire, hein. Même si la RDC ne doit pas se mettre sous la protection de quelque puissance que ce soit de manière
servile. Non. Le Congo a raison de travailler avec tout le monde, d'être exigeant certainement à l'égard de ses puissances alliées traditionnelles, mais en sachant que les alliances du moment jouent plutôt en faveur du Rwanda. Il faut le savoir. Lorsque le secrétaire d'État Anthony Blinken était venu, on avait tous, on était restés sur notre faim, il avait fait de bonnes déclarations, mais c'est vrai qu'en arrivant à Washington, c'était un autre Blinken qu'on a vu. On ne va pas non plus dire qu'il n'a rien fait. Au moins en ce qui concerne les Rwandais, Anthony Blinken a tout fait pour la libération de notre frère Paul Rusesabagina. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Kagame en a eu pour son compte. Et je suppose et je crois que les États-Unis sont en train de jouer un certain rôle pour que Kagame quitte enfin la RDC. Mais on ne va pas tout nous dire là aussi. On ne va pas tout nous dire. Nous retenons ce que les diplomates et les chefs d'État déclarent. Nous faisons des observations. Nous pouvons critiquer, bien sûr. Pourquoi la RDC ne rompt pas les relations diplomatiques? Pourquoi les romprait-elle d'ailleurs à ce stade-là? C'est probablement aussi des pressions qui viennent de ces puissances qui ne veulent pas mettre à terre le Rwanda, son économie et le président Kagame qui est, il faut le savoir et y insister, il est candidat au présidentiel. Il est le seul candidat, il n'y aura pas d'autres candidats pour les élections présidentielles au Rwanda en 2024. On le sait. C'est une course contre la montre auquel les deux chefs d'État se sont livrés. Le président congolais, c'est présidentiel, c'est à la fin de cette année, 2023, alors que pour Kagame, c'est l'année prochaine. Donc, ça dépendra du sort du président Tshisekedi. C'est pourquoi, au début de cette émission, je disais qu'il en va de la souveraineté du Congo. Il faut absolument qu'en septembre, on sache que l'EAC a décidé et comment les troupes de l'EAC se comportent sur le terrain. Il faut qu'elles changent. Il faut que les contingents de l'EAC commencent à entrer dans la logique offensive contre le M23 armée rwandaise. Il n'y a pas d'alternative. Si ça ne vient pas d'ici septembre, je pense que les Congolais devront réfléchir 1000 fois avant de renouveler le mandat de l'EAC. Et si rien n'arrive d'intéressant, je veux dire, si l'armée rwandaise n'est pas vaincue ou ne se retire pas d'elle-même parce qu'elle voit le danger devant, eh bien, je crois que les élections de fin d'année en RDC pourraient être compromises. Pourraient être compromises. Je ne suis pas un sorcier, je ne suis pas un prophète de malheur, mais si le Rwanda ne retire pas ses troupes du Congo d'ici fin septembre, je crains qu'il y ait une guerre et je crains aussi que les élections du Congo ne viennent, que les opposants à Tshisekedi ne se positionnent contre lui en profitant de cette issue. Parce que certains, on a l'impression que certains opposants souhaitent la défaite du président Tshisekedi. Disons les choses comme elles sont. Disons les choses comme elles sont. Son discours est scruté, critiqué, tout est mauvais dans tout ce qu'il dit. Il n'y a pas de mention de la guerre à l'Est. Moi, je serais un opposant congolais, je bâtirais aussi mon bénéfice ou mon capital politique sur cette guerre-là, pour avoir le soutien des populations de l'Est du Congo. Il ne suffit pas de dire Tshisekedi ne fait rien, Tshisekedi est mauvais pour mériter le soutien des habitants de l'Est du Congo. D'ailleurs, ce ne serait pas trop se mêler de la politique intérieure congolaise que d'en parler, parce que ça nous concerne. Ça nous concerne. Moi, je pense qu'un opposant congolais du bas Zaïre ou du bas Congo ou du Congo central ou de je ne sais où n'est pas plus intéressé, n'est pas plus concerné par cette guerre que nous, les Rwandais. Donc, nous avons le droit d'en parler et nous avons le droit d'avoir une position. Vous savez, c'est pas facile de nous positionner contre les intérêts
du pays qui est censé être le nôtre, le Rwanda en l'occurrence, alors qu'il vient tuer les Congolais, tuer nos frères réfugiés rwandais en RDC, alors que ses intérêts finalement sont contre les intérêts des populations de la région. Les Congolais doivent le sentir ainsi, savoir que nous, Rwandais de l'opposition, nous, patriotes rwandais, nous souhaitons qu'il y ait une synergie avec les démocrates et les patriotes de l'Est du Congo pour mettre fin à cette agression barbare et pour soutenir le processus de paix dans notre région. Ensemble, nous pouvons le faire. Et si on nous pousse dans l'autre sens, la guerre risque de continuer. Donc, nous sommes prêts vraiment, nous, à nous mobiliser en tant qu'opposition rwandaise, à nous mobiliser pour participer avec les Congolais au retour de la paix dans cette région, de toutes les manières possibles. Par tous les moyens possibles, nous pouvons y participer et nous sommes prêts à le faire. Oui. J'ai une toute dernière question. Vous avez tout à l'heure dit que vous n'êtes pas devin, vous n'êtes pas prophète. Mais même si en n'étant pas devin, quand même on peut analyser certaines situations. Lorsque nous observons le déploiement des militaires rwandais dans les pays limitrophes du Congo, nous allons observer sur les 9 pays qui entourent les pays limitrophes du Congo, il y a le Rwanda, ça va de soi, oui, c'est l'agresseur. Il y a l'Ouganda, c'est son parrain. Le Sud du Soudan, nous avons les militaires rwandais au Sud du Soudan. En RCA, en Centrafrique, nous avons des militaires rwandais en RCA qui ont 2 casquettes d'ailleurs. Les militaires qui sont de la coopération rwando-centrafricaine et qui ont une casquette de MONUSMA, des militaires de l'ONU là-bas. Et vous savez que le Rwanda a acheté ou demandé des terres arables au Congo-Brazzaville, mais en réalité, il y a des gens qui sont en train de s'installer là-bas, ce sont des militaires qui sont d'aller là-bas. J'ai même vu l'ambassadeur du Congo, Kinshasa, avertir, l'ambassadeur du Congo Kinshasa au Congo-Brazzaville, qui avertissait ses responsables, qui a dit, il paraîtrait qu'il y a des gens qui sont en train de venir ici et mener des entraînements sur le sol congolais de Brazzaville, qui seraient des militaires rwandais qui sont en train de mener des opérations d'entraînement militaire. Donc vous voyez, j'ai vu, il y aurait aussi des pourparlers avec la Zambie d'ailleurs. On a vu récemment le président zambien au Rwanda, ils ont vraiment une coopération extraordinaire. J'ai peur que c'est pas vous connaissez comment on appelle ça, le grand serpent, c'est le boa là, quand il essaie d'encercler sa proie pour essayer de l'écraser, de l'engloutir. Donc si nous parlons de l'attaque de l'Est, vous imaginez si un jour il y a des attaques généralisées sur les 5 pays déjà, sur les 5 pays sur 9. Il n'y a que le Burundi, la Tanzanie, l'Angola. Non, c'est pas très sûr, mais je pense que peut-être s'il y a vraiment une attaque qui viendrait de 5 pays des 9, en plus, si on attaque de Congo-Brazzaville, c'est la même ville. Brazzaville et Kinshasa, c'est la même ville pratiquement. Il n'y a que le fleuve qui passe entre les deux. Moi, franchement, ça me fait peur. Vous avez dit que vous n'êtes pas être prophète du malheur, mais quand j'analyse ça, au point de vue géostratégique, géopolitique, franchement, le Congo me fait peur. Et je continue à prier pour lui. J'espère bien que cette vision que j'ai, cette vision qui n'aura pas lieu, franchement, je le souhaite pour la RDC. Mais si jamais le Rwanda utilisait toute cette stratégie pour on va dire, écraser le Congo, attaquer, conquérir le Congo, je pense qu'ils y arriveraient. Parce que c'est ça l'objectif. L'objectif final, c'est de prendre le Congo. Soit le dépêcher, donc soit la balkanisation, soit l'occuper, comme ils l'ont déjà fait. Mais franchement, j'espère bien que les Congolais qui nous écoutent n'auront pas les yeux braqués sur l'Est seulement, alors qu'ils sont en train d'être entourés, contournés, comme ce serpent de boa qui va essayer d'étouffer sa proie. Je ne sais pas, ça c'est ma lecture. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, avant de conclure, monsieur l'ambassadeur, notre émission d'aujourd'hui.
Vous avez raison de souligner ce phénomène. Hein. C'est un phénomène que le Rwanda essaye de monter, de mettre en place. Mais il faut compter aussi avec le Congo. Le Congo, ce n'est pas un rat, ce n'est pas un petit chien que le boa va avaler. C'est un gros morceau. C'est peut-être un éléphant qui peut aussi se défendre. Et je pense que là, ce serait une guerre mondiale, cette fois-ci africaine, vraiment, avouée. Ce serait la dernière bêtise du président Kagame et des autres pays d'Afrique. Parce qu'en ce moment-là, le Congo aurait raison aussi de faire appel à des alliés. À moins que ce soit l'œuvre, un pareil scénario, à moins que ce ne soit l'œuvre des pays, un groupe de pays qui veulent absolument mettre la main sur les richesses du Congo. Ça, c'est possible. La balkanisation, c'est la priorité de Kagame, semble-t-il, aujourd'hui. C'est-à-dire créer une république autonome indépendante à l'est du Congo. Dieu nous en préserve. Et puis après, dès que la balkanisation réussit, ils vont chercher à balkaniser davantage. Vous savez aussi que c'est un secret de polichinelle que de penser que certains au Congo même rêvent d'autres balkanisations, hein, ou création de petits États autonomes, hein, comme dans les années 60. Vous voyez de quoi je veux parler, sans jeter la pierre à quiconque. Je pense que nous devons tout faire pour que cela n'arrive pas, pour que le Congo ne soit pas balkanisé. De toute façon, les Congolais n'accepteront jamais. Ce serait une guerre de 100 ans. Croyez-moi, les Congolais de 2023 ne sont pas comme les Congolais de 2010, 12 ou 13. Quand vous voyez le mouvement des Wazalendo, comment ces jeunes défendent leur territoire, mètre carré par mètre carré. Ils ont le drapeau congolais en main, en chantant le fameux slogan soyons vigilants, Bendele Kweyate, c'est-à-dire pour que le drapeau congolais ne tombe pas. Tombe pas, oui. Voilà. Avant, je ne connaissais pas ce phénomène-là, ce patriotisme. Bendele Kweyate, même les enfants, même les petits-enfants, ils disent aujourd'hui Bendele Kweyate. Avant, ils ne connaissaient pas le Bendele en question. Hein. Même si aujourd'hui, dans certaines zones de l'Est du Congo, c'est vrai, le drapeau est tombé, est remplacé par celui du Rwanda et de ses supplétifs et même de l'EAC. Mais ça ne va pas durer, ça ne va pas durer. Les populations de l'Est, y compris nous, les Rwandais, qui souhaitent le changement au Rwanda et dans toute la région, nous allons nous mettre ensemble pour faire échouer ce plan diabolique. Parce que ce serait vraiment pour... D'abord, ça crée la haine entre les peuples de la région, alors que, comme le dit le président Tshisekedi, les Rwandais ne sont pas les ennemis des Congolais, ni le Rwanda d'ailleurs n'est pas... le Rwanda n'est pas l'ennemi du Congo comme tel, de manière globale. Mais le Rwanda de Paul Kagame, certainement. C'est un ennemi à combattre, un ennemi commun, un ennemi aux Rwandais eux-mêmes et aux Congolais. Donc, ceux qui pensent que malgré tout, les patriotes rwandais devraient soutenir la politique d'agression de Kagame, eh bien, nous leur disons non. Nous devons soutenir la justice nationale et internationale, le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de nos voisins, surtout la RDC aujourd'hui. Et ensemble, comme dit l'autre, nous vaincrons. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie, monsieur l'ambassadeur, vraiment de nous avoir éclairé ce soir. J'espère bien qu'on va revenir la semaine prochaine et qu'on va encore aborder. Je pense que c'est un sujet qui va rester d'actualité jusqu'à ce qu'il soit définitivement résolu. Mais il y aura aussi d'autres problèmes à aborder. Et des problèmes qui touchent le Rwanda en particulier. Les droits de l'homme au Rwanda, les rapports n'arrêtent pas de sortir pour montrer vraiment la façon dont les droits de l'homme sont violés chez nous. On va essayer d'envisager aussi d'autres problématiques qui sont en rapport avec le Rwanda en particulier. Je vous remercie donc. Si Dieu le veut, on va se retrouver la semaine prochaine. Bonne soirée chez vous, monsieur l'ambassadeur, et merci. Prions pour qu'il en soit ainsi. Je dis merci à tous les auditeurs, toutes les auditrices et tous les téléspectateurs de la radio Urumuri. Voilà. Je vous remercie et à la prochaine. Bonne semaine à tout le monde. Merci, bonne soirée chez vous.